interaction avec les gens et d'essayer de comprendre ce qui les motive, essayer de découvrir leur monde intérieur. Ce soir-là, Harry Rosselmack n'est pas rentré chez lui. Et sans le savoir, c'est toute sa vie qu'il venait de quitter. Il était pourtant l'un des visages les plus rassurants de la télévision française. Une voix posée, un regard calme, une présence presque paternelle chaque dimanche soir. Pour des millions de téléspectateurs, Harry Rosselmack incarnait la stabilité, la maîtrise, la solidité tranquille d'un homme qui semblait avoir tout compris à la vie. Mais ce soir-là, après une journée de tournage comme tant d'autres, quelque chose s'est fissuré, silencieusement, définitivement. Il n'y a pas eu de dispute spectaculaire, pas de porte claquée, pas de mots trop forts, juste une fatigue immense, une lassitude profonde, et cette incapacité soudaine à pousser la clé dans la serrure de l'appartement familial. Alors il a marché, longtemps, dans les rues de Paris déjà froides, le col relevé, les mains dans les poches, comme un homme qui fuit sans savoir exactement quoi, ou qui. Ce que peu de gens savaient, alors, c'est que l'effondrement avait commencé bien avant cette nuit-là. Bien avant les mots séparation ou divorce, il avait commencé dans les silences, dans les sourires maintenus par politesse, dans ces dîners où l'on parle des enfants, du quotidien, mais jamais de l'essentiel, dans ces couples qui tiennent debout, non pas par amour, mais par habitude. Harry Rosselmack, l'homme public, continuait d'assurer. À l'écran, rien ne transparaissait, la voix était toujours juste, le regard toujours maîtrisé, mais derrière la caméra, l'homme doutait, de tout, de lui-même, de sa capacité à aimer sans se perdre, de cette vie qu'il avait construite pierre après pierre et qui ressemblait de plus en plus à une cage dorée. Ce soir-là, en errant sans but, il s'est arrêté devant la vitrine d'un café presque vide. À l'intérieur, des inconnus riaient doucement, une scène banale, presque insignifiante. Et pourtant, quelque chose l'a frappé de plein fouet, il enviait ces gens, en leur légèreté, leur droit à l'imperfection, leur liberté d'être simplement humains, sans devoir porter un rôle, une image, une exemplarité permanente. Car c'était bien là le cœur du drame. Depuis des années, Harry Rosselmack portait un masque. Pas un masque de mensonge, non, un masque de force. Celui de l'homme qui ne flanche pas, qui protège, qui rassure, qui tient bon, coûte que coûte. Mais à force de tenir, il avait cessé de respirer. Cette nuit-là, en regardant son reflet dans la vitre, il a compris une chose terrible. Ce qu'il risquait de perdre n'était pas seulement son mariage, c'était lui-même. Et la question s'est imposée, brutale, inévitable. Combien de temps peut-on survivre en étant fidèle à une image, mais infidèle à ce que l'on ressent vraiment ? C'est à partir de cette fissure invisible que tout a commencé à basculer. Lentement, profondément. Et derrière l'homme que la France croyait connaître, se cachait une histoire bien plus sombre, plus intime, et infiniment plus humaine. Pendant des années, Harry Rosselmack a appris à ne rien laisser paraître, pas par hypocrisie, par discipline. Une discipline presque militaire, forgée très tôt, nourrie par une conviction profonde. Quand on vous regarde, quand on vous écoute, vous n'avez pas le droit de vaciller. Être journaliste, être présentateur, c'est être un repère. Et un repère, ça ne tremble pas. À la télévision, chaque geste était mesuré, chaque silence calculé. Sa voix n'était jamais trop grave, jamais trop légère. Son regard, toujours droit, toujours rassurant. Pour le public, il incarnait une forme d'équilibre rare. L'homme à qui l'on confierait ses inquiétudes sans crainte, celui qui semblait avoir trouvé le juste milieu entre réussite professionnelle, vie familiale et intégrité morale. Mais ce que les caméras ne montraient pas, c'était l'envers de cette maîtrise. Car vivre sous contrôle permanent, c'est aussi vivre sous tension constante. À force de surveiller ses mots, ses émotions, ses failles, Harry avait fini par ne plus savoir ce qu'il ressentait vraiment. Il savait ce qu'il devait montrer. Il savait ce que l'on attendait de lui. Mais l'homme derrière le rôle, lui, s'effaçait peu à peu. Dans son entourage professionnel, personne ne se doutait de rien. Il arrivait à l'heure, travaillait sans relâche, ne se plaignait jamais. Cette exemplarité était devenue sa seconde peau, et plus il excellait dans ce rôle d'homme solide, plus il s'éloignait de ses propres fragilités, comme si reconnaître une faiblesse équivalait à une trahison, une faute morale. À la maison, ce même contrôle s'était installé, insidieusement. Il écoutait, il répondait, il faisait ce qu'il fallait faire. Un père présent, un mari responsable, mais quelque chose manquait. Pas l'amour, non, l'air, la respiration, cette liberté d'être imparfait, de dire « je ne vais pas bien » sans craindre de décevoir.
Avec le temps, le silence est devenu un réflexe, un silence protecteur, croyait-il, pour ne pas inquiéter, pour ne pas blesser, pour ne pas fragiliser l'équilibre familial. Mais ce silence, à force d'être répété, s'est transformé en mur. Et derrière ce mur, les émotions s'accumulaient, sans issue. Il y avait aussi ce poids invisible, celui de l'exemplarité. Être Harry Roselmack, ce n'était pas seulement exercer un métier, c'était incarner un modèle, un homme noir, cultivé, respecté, irréprochable. Une figure que beaucoup regardaient comme une preuve vivante qu'on peut réussir sans renoncer à ses valeurs. Et comment avouer dans ces conditions que l'on doute, que l'on s'épuise, que l'on ne se reconnaît plus dans sa propre vie? Alors il a tenu, jour après jour, année après année, jusqu'à ce que le masque devienne plus réel que le visage, jusqu'à ce que l'homme public prenne toute la place, étouffant l'homme intime. Et sans s'en rendre compte, il avait accepté une règle dangereuse, ne jamais faillir, même au prix de soi-même. Mais aucune maîtrise n'est éternelle, aucun contrôle ne résiste indéfiniment à ce qui gronde à l'intérieur. Et sous cette façade impeccable, quelque chose commençait déjà à s'éteindre, lentement, sans bruit, comme une lumière que l'on oublie d'alimenter. Il n'y a pas toujours un moment précis où l'on peut dire « tout s'est brisé ici ». Dans certaines histoires, rien ne casse vraiment, tout s'use, lentement, silencieusement, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la forme d'un couple sans sa chaleur. Le mariage de Harry Roselmack n'a pas explosé. Il ne s'est pas fracassé dans une nuit de colère ou dans un scandale public. Il s'est éteint comme une braise que l'on oublie d'alimenter. Au début, on ne s'en rend pas compte. Il y a encore la lumière, encore un peu de chaleur. Et puis un jour, on se surprend à grelotter sans comprendre pourquoi. Ils continuaient à vivre ensemble, à partager les mêmes murs, les mêmes obligations, les mêmes conversations pratiques. Les enfants, l'agenda, le quotidien, tout semblait fonctionner. Mais l'essentiel avait disparu. La parole vraie, celle qui ne sert pas à organiser, mais à se relier. Les matins se succédaient, étrangement calmes, pas de cris, pas de reproches, juste des gestes mécaniques, un café servi, un regard qui se détourne, des phrases neutres, sans aspérité, et ce silence-là était plus violent que n'importe quelle dispute, parce qu'il ne laissait aucune prise, aucun exutoire. Harry le sentait confusément. Quelque chose se fissurait, mais il n'aurait su dire quand. Était-ce la fatigue? Les absences répétées dues au travail? Le poids de cette image publique qu'il portait jusque dans l'intimité du foyer? Peut-être un peu de tout cela. Peut-être surtout cette habitude dangereuse de croire que l'amour, une fois installé, n'a plus besoin d'être interrogé. Dans de nombreux couples de longue durée, surtout après 40 ou 50 ans, l'amour ne disparaît pas. Il se transforme. Il devient plus discret, plus silencieux. Mais parfois, ce silence n'est plus une paix. Il devient une distance, une absence émotionnelle. On est là, mais on n'est plus vraiment ensemble. Harry continuait d'aimer, mais il ne savait plus comment le dire, comment le vivre sans se perdre. Il se demandait souvent s'il n'était pas devenu un étranger dans sa propre maison, un homme poli, respectueux, mais intérieurement ailleurs, comme s'il assistait à sa vie conjugale depuis l'extérieur, avec une lucidité froide et douloureuse. Les soirées en famille avaient quelque chose d'irréel. Les rires des enfants, les discussions autour de la table, les gestes du quotidien, tout semblait normal. Et pourtant, il sentait qu'un fil invisible s'était rompu. Un fil fait de désir de partage, de curiosité pour l'autre, de cette envie de se raconter au-delà du nécessaire. Il n'y avait pas de coupable évident, pas de faute claire, pas de trahison à dénoncer, et c'est peut-être cela qui rendait la situation encore plus insupportable. Comment réparer ce qui ne s'est pas brisé? Comment sauver ce qui meurt sans bruit? Alors Harry s'est tu davantage, par peur de blesser, par peur de faire exploser un équilibre déjà fragile, par peur aussi de découvrir que les mots, une fois prononcés, seraient irréversibles. Il croyait protégé, en réalité il s'éloignait. Dans cette lente extinction, il y avait aussi la lassitude de l'homme qui ne s'autorise jamais à être faible. Car dire « je ne vais pas bien » aurait signifié reconnaître une défaillance. Or, toute sa vie, Harry avait appris à tenir, à encaisser, à ne jamais vaciller, même quand le cœur se fatigue. Avec le temps, le couple ressemblait à ces maisons parfaitement entretenues, mais inhabitées. Tout est à sa place, rien ne déborde, rien ne vit vraiment. Et un jour, sans drame, sans éclat, il a compris que rester n'était plus un acte d'amour, mais un acte de peur. La peur de détruire ce qui avait été construit, la peur de faire souffrir, la peur surtout de se retrouver face à soi-même.
car ce mariage qui s'éteignait posait une question vertigineuse. Peut-on rester fidèle à une histoire sans se trahir soi-même ? Harry savait que quoi qu'il choisisse, il y aurait de la douleur. Mais il ignorait encore que la décision la plus difficile restait à venir, car au cœur de cette relation fragile, 3 êtres regardaient, ressentaient, comprenaient bien plus qu'ils ne l'imaginaient. S'il y avait une chose qu'Harry Roselmack refusait catégoriquement de laisser s'effondrer, c'était cela. Pas sa carrière, pas son image, mais le regard de ses enfants, leur confiance, leur sentiment de sécurité. Car au cœur de cette histoire de couple qui se défaisait lentement, 3 vies continuaient de grandir, d'observer, de ressentir bien plus que les adultes ne le croyaient. Harry le savait, les enfants perçoivent tout, les silences, les tensions, les absences déguisées en fatigue. Même lorsque les mots ne sont pas prononcés, l'atmosphère parle. Et c'est précisément pour cela qu'il a longtemps tenu, non par lâcheté, mais par amour. Il y avait chez lui cette conviction profondément ancrée que le rôle d'un père, surtout dans la tempête, était de rester solide, d'être un pilier, de ne pas montrer la fissure, de préserver, coûte que coûte, une illusion de stabilité. Il s'était juré que ses enfants ne paieront jamais le prix de ses propres doutes. Alors il redoublait d'efforts, présent aux anniversaires, attentif aux devoirs, disponible quand il le fallait. À l'extérieur, rien ne semblait avoir changé. Et pourtant, intérieurement, la peur le rongeait. La peur de devenir un père absent, même en étant physiquement là. La peur qu'un jour ses enfants le regardent avec cette question silencieuse : pourquoi n'as-tu rien dit plus tôt ? Quand la perspective de la séparation est devenue inévitable, c'est à eux qu'il a pensé en premier. Comment expliquer l'inexplicable ? Comment dire que l'on se sépare non pas parce que l'on ne s'aime plus, mais parce que l'on ne sait plus comment s'aimer sans se perdre ? Ces mots-là n'existent pas vraiment dans le langage des enfants. Avec leur mère, ils ont alors fait un choix difficile, mais essentiel, ne jamais les placer au milieu, ne jamais les utiliser comme messagers, ne jamais transformer le conflit conjugal en champ de bataille parental. Un pacte silencieux, fragile, mais vital. Maintenir un pont, même fissuré, même bancal. Un pont qui permette aux enfants de circuler sans peur entre 2 mondes. Harry découvrait alors une vérité dérangeante. Être un bon père ne signifiait pas être irréprochable. Cela signifiait être honnête, présent, capable de reconnaître que même les adultes peuvent bien se tromper. Qu'aimer parfois, c'est accepter de changer de forme. Il y eut des moments de doute extrême. Des nuits où il se demandait s'il n'était pas en train de briser quelque chose d'irréparable. Des instants où la culpabilité l'écrasait. Car quoi qu'on en dise, partir, c'est toujours laisser une trace. Même quand on part pour de bonnes raisons. Mais peu à peu, une autre idée s'est imposée. Une idée presque libératrice. Rester dans un mensonge émotionnel n'aurait pas protégé ses enfants. Cela leur aurait enseigné la résignation, le sacrifice silencieux, la négation de soi. Or, quel modèle voulait-il vraiment transmettre ? Il voulait leur montrer qu'un père peut tomber sans cesser d'aimer, qu'il peut douter sans abandonner, qu'il peut changer sans disparaître, et surtout qu'il est possible de rester une famille même lorsque le couple n'existe plus. Cette prise de conscience a profondément transformé son rapport à la paternité. Il n'était plus seulement l'homme fort, il devenait un homme vrai, et cette vérité, même imparfaite, était peut-être le plus beau cadeau qu'il pouvait offrir à ses enfants. Mais une fois la décision prise, une autre épreuve l'attendait, car après avoir protégé les siens, il allait devoir affronter ce qu'il avait toujours redouté, le face-à-face avec lui-même, dans une solitude qu'aucune caméra, aucun rôle ne pouvait désormais masquer. Une fois la décision prise, tout ne s'est pas apaisé. Contrairement à ce que l'on imagine souvent, la rupture n'a pas ouvert la porte à un soulagement immédiat. Elle a d'abord laissé place à un vide brutal, presque physique, comme si, après des années à tenir, le sol avait soudainement disparu sous ses pieds. Harry Roselmack découvrait une solitude nouvelle. Pas celle que l'on choisit, mais celle qui s'impose. Les appartements trop silencieux, le téléphone qui ne sonne pas, les soirées qui s'étirent sans repère. La liberté, tant fantasmée, avait parfois le goût amer de l'abandon. Il y eut ces nuits passées dans des hôtels impersonnels, loin de tout, des chambres où le plafond blanc semblait peser sur sa poitrine. Là, sans caméra, sans rôle à jouer, il se retrouvait face à lui-même. Et ce face-à-face était vertigineux,
Car sans le cadre du couple, sans le costume de l'homme irréprochable, une question revenait sans cesse. Qui suis-je maintenant ? Il marchait beaucoup, la nuit surtout, dans des rues désertes, écoutant le bruit de ses pas comme pour vérifier qu'il existait encore. Il croisait des inconnus, des silhouettes anonymes, et éprouvait parfois une étrange jalousie. Eux pouvaient aimer, se tromper, recommencer, sans que personne ne les observe. Lui devait encore composer avec le regard du monde, même dans l'effondrement. Pour tenir, il écrivait. Des phrases jetées sur des carnets, des aveux griffonnés à la hâte, des vérités trop lourdes pour être partagées. Le matin, souvent, il déchirait ces pages. Comme s'il les laissait intactes, revenait à accepter pleinement ce qu'elles contenaient, la peur, le doute, ce sentiment lancinant de ne plus se reconnaître. Il y eut aussi des décisions incomprises, des disparitions soudaines, des retraits du monde médiatique. Non par calcul, mais par nécessité vitale. Il avait besoin de respirer loin de l'image, loin de l'exemplarité, besoin de redevenir un homme ordinaire, même au prix de l'inconfort. Mais c'est précisément dans cette chute que quelque chose a commencé à renaître, lentement, fragilement. En acceptant de ne plus être fort en permanence, Harry découvrait une autre forme de solidité, une solidité intérieure, moins spectaculaire mais plus sincère. Il comprenait alors que sa souffrance n'était pas seulement liée à la fin de son mariage, mais à la fin d'une illusion, celle de croire que l'on peut vivre pour les autres sans jamais se perdre, que l'on peut être un modèle sans s'effacer soi-même. Cette lucidité, aussi douloureuse soit-elle, lui offrait une clé, celle de l'authenticité. Des rencontres furtives ont jalonné cette période trouble. Des échanges brefs, presque anodins, mais qui laissaient une empreinte durable. Comme des rappels discrets que la vulnérabilité n'est pas une honte, que d'autres ont traversé les mêmes tempêtes et que l'on peut survivre à la chute. Peu à peu, il apprenait à habiter ce silence autrement, à ne plus le craindre, à en faire un espace de reconstruction plutôt qu'un gouffre. Il n'était pas encore apaisé, loin de là. Mais il avançait, un pas après l'autre, sans masque, sans certitude absolue, mais avec une honnêteté nouvelle envers lui-même. Et c'est dans cette traversée intérieure qu'une vérité s'est imposée, simple et implacable. Rester aurait été plus confortable, mais partir était devenu vital. Car parfois, se sauver soi-même est la seule manière de continuer à aimer sans se trahir. Aujourd'hui, quand Harry Roselmack évoque cette période, il ne cherche ni à convaincre, ni à se justifier. Sa voix est plus grave, plus lente, comme si chaque mot avait été pesé par le temps. Il ne parle plus depuis la posture de l'homme qui maîtrise, mais depuis celle de l'homme qui a traversé. Et cela change tout. Ce qu'il a compris, au terme de cette épreuve, c'est que certaines ruptures ne sont pas des échecs, mais des aveux. L'aveu que l'on ne peut plus continuer à faire semblant. L'aveu que l'image, aussi brillante soit-elle, ne remplace jamais la vérité intérieure. Pendant des années, il avait confondu force et contrôle, dignité et silence. Il croyait protéger les autres en s'oubliant lui-même. En réalité, il se perdait. La séparation n'a pas effacé la douleur. Les cicatrices sont là. Elles paillent le seront toujours. Mais elles ne sont plus des blessures honteuses. Elles sont devenues une matière vivante, une preuve d'existence, une mémoire qui rappelle le prix de l'authenticité. Car vivre vrai coûte cher, très cher. On y perd parfois un confort, une image, une admiration. Mais on y gagne quelque chose de plus rare, la paix avec soi-même. Dans son regard, aujourd'hui, il n'y a ni rancune, ni regret. Seulement cette gravité tranquille des hommes qui savent que certains choix brisent des illusions, mais sauvent l'essentiel. Être fidèle à ce que l'on est, même quand cela oblige à décevoir, même quand cela fait mal. Harry Roselmack n'a jamais cherché à faire de son histoire un exemple, et pourtant elle résonne, parce qu'elle touche à quelque chose de profondément universel. Combien d'hommes et de femmes, après 50 ans, tiennent encore debout par habitude? Combien vivent dans des vies qui fonctionnent mais ne vibrent plus? Combien confondent stabilité et renoncement? Il a compris aussi que montrer sa fragilité n'enlève rien à la dignité. Au contraire, cela l'humanise. Et c'est peut-être cela aujourd'hui qui le rend plus proche, plus vrai, plus inspirant. Non plus comme une figure parfaite, mais comme un homme qui accepte ses failles et avance avec elles. Dans sa relation avec ses enfants, quelque chose a changé. Il ne cherche plus à être un héros. Il cherche à être présent, sincère, vivant.
Il sait désormais qu'un père n'a pas besoin d'être invincible pour être solide. Il suffit qu'il soit honnête. Et si cette histoire nous touche tant, ce n'est pas parce qu'elle concerne un homme célèbre, c'est parce qu'elle nous renvoie à nos propres silences, à ces moments où nous sentons que quelque chose ne va plus, mais où nous continuons malgré tout, par peur, par loyauté, par confort, jusqu'au jour où le corps, le cœur ou la vie elle-même nous oblige à regarder la vérité en face. Alors la question demeure, et elle vous est adressée à vous qui regardez cette vidéo. Combien de temps peut-on encore vivre une vie qui ne nous ressemble plus? Et surtout, quel est le prix que vous êtes prêt à payer pour rester fidèle à vous-même? Si cette histoire vous a touché, si elle a fait écho à quelque chose de personnel, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Votre témoignage peut aider d'autres personnes à se sentir moins seules. Pensez à liker cette vidéo, à la partager autour de vous et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains récits où l'on parle de vie réelle, de vérités difficiles et de ces moments où tout bascule, pour mieux se reconstruire.